On a vu que le principe de relativité absolue, il annonce une loi pour tout l'univers. Et cette loi, c'est le principe de moindre action. L'histoire de ce principe, elle commence à Alexandrie, au 1er siècle, avec Héron, un ingénieur grec qui faisait des automates hyper en avance sur son temps. Presque aussi cool que ces deux lapins qui dansent finalement. Et Héron, il réussit à expliquer la loi de réflexion, en disant que la lumière, dans un miroir, elle prend le chemin le plus court. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que Fermat, un magistrat amateur de maths à ses heures perdues, explique la loi de réfraction. C'est quand la lumière se brise dans l'eau, par un principe de moindre durée cette fois. Mais ce crayon, il est vraiment cassé, non ? Après, on a Maupertuis qui débarque. Et lui, il étend cette idée lumineuse à la matière. Mais cette fois-ci, les particules prennent le chemin de moindre action. Et l'action, c'est la quantité de mouvement multipliée par la distance parcourue. Attends, même lui, il a pigé l'équation. Pour lui, comme pour Fermat, c'est sûr, il tient une loi universelle. Il y a son pote, Euler, qui explique l'action en termes de moindre énergie potentielle. Et dans la foulée, il y a Lagrange qui, lui, explique l'action par la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle qui est minimisée. Chacun dit ce qui lui plaît ou quoi ? Ça ressemble à un gros souk où on veut nous mettre tarif. Mais en fait, ils disent tous vrai, juste de manière différente. Puis on quitte les Lumières françaises pour Dublin, en plein 19e siècle, avec William Hamilton, un prodige irlandais passionné de maths et de poésie. Et pour lui, l'action, c'est le produit de l'énergie par la durée. Et cette action, elle est plus vraiment la moindre. Pour lui, elle est stationnaire en vrai. Ce qui revient à retrouver un chemin minimal ou un point col. Juste une petite nuance. Et un point col, c'est comme un point stable entre la vallée et la montagne. Attends, tu serais pas en train de nous annoncer tranquillement qu'en fin de compte on va se taper le pic ? Non, parce que moi dans ces conditions j'arrête. Tu nous vends pas depuis tout à l'heure tes super raccourcis pour finalement se taper le Mont Blanc. Mais non, t'inquiète, l'action n'est jamais maximale. La nature, spontanément, prend le chemin le plus facile. Elle descendra la pente qui la mène au point bas, ou seulement d'équilibre. Le principe de moindre action explique d'ailleurs pourquoi on préfère à vélo les descentes aux montées. Et aussi que les premières se payent des dernières. Car tout doit se compenser, tout s'équilibre. Le principe de moindre action nous révèle que si la nature minimise quelque chose, alors elle maximise autre chose. Ainsi, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique quand le wagon d'un grand 8 tombe. Et l'énergie cinétique se transforme inversement en énergie potentielle quand il remonte. Cela se compense. Dans cette optique, les montées dépensent de l'énergie cinétique, donc sont des coûts, et les descentes, des gains. Le mouvement général puise dans le fond d'énergie potentielle de l'univers. Mais si on emprunte de l'énergie à la nature, il faut la lui rendre, de sorte que l'action, qui est donc avec Hamilton le produit de l'énergie et du temps investi, soit stationnaire, c'est-à-dire conservée. Dans le temps, il doit y avoir compensation de l'énergie utilisée. L'échéancier cosmique est toujours honoré. Le principe de moindre action ne vaut aujourd'hui que pour les systèmes physiques isolés. Mais cette logique de compensation, bien comprise, me permet de généraliser ce principe à tous les systèmes physiques, même ouverts. C'est-à-dire qui échangent de la matière et de l'énergie avec l'environnement. Et donc même aux vivants, dont la complexité phénoménale peut se ramener à cette robuste simplicité que voici. La nature optimise son évolution selon ses contraintes, instantanément et dans la durée. Comme une sphère croissante de lumière,
la nature va explorer tous les champs possibles de l'univers et va cultiver les plus efficaces à évoluer dans la durée et qui parviennent à maximiser leur existence tout en minimisant leur travail. Et ces chemins les plus féconds, on les trouve déjà dans les filaments cosmiques des galaxies enchevêtrées, comme dans les arborescences neuronales de nos cerveaux qui s'allument maintenant devant ces paysages vertigineux. Et la distribution dans l'espace de ces deux structures apparemment indépendantes partage la même origine. Pas seulement le Big Bang, où toutes ces immensités scintillantes ne faisaient qu'un, dans beaucoup moins qu'un atome, mais aussi et surtout partagent le même principe de moindre action généralisée, qui orchestre secrètement toutes ces constellations en expansion accélérée. Et tout ce qui est en cours d'optimisation. Oui, tout. Même notre univers, dont la densité s'approche de la valeur d'équilibre critique, qui peut le faire soit s'effondrer sous son poids, soit, au contraire, se disperser à l'infini. Mais optimisation aussi pour l'humanité, au seuil de la 8e grande extinction de l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre, et dont ces 8 millions de membres sont les acteurs principaux encore inconscients. Une optimisation de tous les instants, mais qui s'inscrit dans la durée et dépend, dorénavant, de nous. Alors, méditons bien cette loi magnifique, car d'elle dépend notre destin à tous.